Laurent est formé en biochimie, en chimie de l'environnement. Il travaille en appui au secteur des pêches et de l'aquaculture au Québec depuis 25 ans maintenant. Il est chercheur au Cégep de la Gaspésie et des Îles, puis chez Méridov. Il est aussi professeur associé à l'Université Laval et membre de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, l'INAF. Moi, mon mandat aujourd'hui, c'est de vous parler de la valorisation alimentaire des coproduits marins. Et évidemment, la question qui se pose tout le temps, c'est d'abord, qu'est-ce qu'un coproduit? En Amérique du Nord en particulier, on est des consommateurs difficiles, on est habitué à la surabondance et on fait la fine bouche. Ce qui fait que l'industrie des pêches rejette énormément de déchets. On préfère le thème coproduit. Dans le cas des poissons, les filets, ça représente 25 à 50% du poids du poisson. Dans le cas d'un pétoncle, le muscle, dans le mieux, c'est 30%. Dans les crustacés, c'est plus variable, mais ça tourne entre seulement 25 jusqu'à 60% du crustacé qui est consommé, ce qui veut dire que, grosso modo, l'industrie des pêches, la moitié de ce qu'elle débarque, ça part aux poubelles. Sous forme de carcasse, évidemment dans le cas des poissons, ce qui recouvre la tête, les peaux, les chutes de découpe, les arêtes, viscères, etc. Les coquillages, ça va être le manteau, le corail, le pied, etc., etc. Et dans les crustacés, la carapace elle-même. Donc en fait, le terme technique, c'est de la chitine. Puis il ne faut pas oublier les œufs, les foies, les pattes, les antennes, les yeux, de la chair qui colle au reste, etc., etc. Tous ces coproduits peuvent être valorisés de plein de façons différentes. Ceci dit, la production d'aliments avec ces coproduits reste la façon de valoriser à privilégier. En l'occurrence, on s'en sert pour nourrir des humains et non pas des chiens ou des champs de patates. Et puis, quand on valorise un coproduit en alimentation humaine, ça n'est plus un coproduit, c'est carrément on fait de la réduction à la source, ce qui est quand même l'approche la plus recommandée en environnement. Et puis il y a des raisons beaucoup plus pratico-pratiques et réalistes de valoriser les coproduits en alimentation humaine, qui sont que la réglementation applicable, elle est très bien connue des usines de transformation. Et il y a quand même une possibilité de retour rapide sur investissement. L'alimentation humaine, ça peut quand même obtenir des très bons prix dans la pyramide de valeur. Et puis, si on n'a pas un procédé de transformation qui est très compliqué, a priori, les usines peuvent le faire très rapidement. Donc, quand on parle d'alimentation humaine, à la base, les poissonniers, les pêcheurs, les restaurateurs, donc les artisans au sens noble du terme de la profession, ont toujours valorisé les coproduits en réalité. Dans le cas du poisson, au Québec, évidemment, les bits de morue, les bajoux, les langues, les têtes de morue, de flétan. Jetez pas ça. Là. On peut aussi utiliser les découpes de poissons, les parties les moins nobles dans des soupes, dans des pâtés au poisson, des rosaces, des choses comme ça, donc des préparations manuelles. Et puis finalement, au niveau des restaurateurs surtout, une utilisation des carapaces ou des carcasses de poissons qui sont braisées en cuisine pour faire des bouillons, des fonds de sauce, un beurre de crustacés, etc. Donc tout ça est très connu des petites entreprises de transformation et en fait tout ça se fait à l'échelle du Québec dans des usines généralement en région urbaine qui sont spécialisées en deuxième, troisième transformation, chez les poissonniers, évidemment chez les restaurateurs et aussi à l'occasion dans des usines de première transformation situées en région maritime, mais plus à l'échelle de leur poissonnerie. Donc pour les usines de première transformation, les grandes usines par contre, il se fait moins de choses et c'est une démarche plus récente de valoriser les coproduits. Et puis on va se le dire honnêtement, c'est parce que les coûts de l'enfouissement sont allés de façon exponentielle jusqu'à l'interdiction dans certains cas. Avant c'était facile, là, dans les années 70, on prenait 50% de ce qui rentrait dans l'usine, puis on l'envoyait au site de compostage ou d'enfouissement, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a une pression pour valoriser ces coproduits, y compris dans les grandes usines, mais on va être honnête avec eux, c'est quand même plus difficile pour eux. Parce que leurs lignes de transformation sont très spécialisées et sont axées sur leurs produits principaux, bien entendu, à très grand volume. Donc c'est pas facile d'aller développer un petit à côté qui doit s'arrimer sans nuire à la production principale pour valoriser un coproduit qui est quand même assez compliqué. Et en bout de ligne, c'est pas non plus les mêmes marchés du tout que leur produit principal. Au Québec, ce qui se fait actuellement, c'est classique, c'est que les usines de transformation du homard proposent aussi de la chair émincée qui est faite essentiellement avec le corps et les petites pattes. Par contre, si on se place à l'échelle internationale, le coproduit le plus utilisé dans l'industrie alimentaire, c'est définitivement les pulpes de poisson
qui servent à fabriquer le surimi, la fameuse goberge, où là on est dans des volumes hallucinants à l'échelle industrielle mondiale. Tout ça, on le voit dans la première transformation, ça ne crée pas des produits finis, ça crée essentiellement des ingrédients. Ces ingrédients sont utilisés en formulation. Donc j'ai dit surimi, mais ça peut aussi servir pour préparer des soupes, des bouillons, là encore, des bises, des pâtés, des plats cuisinés, saucisses, etc. Mais plus dans leur version industrielle que dans leur version maison, poissonnerie. Donc ces ingrédients-là sont quand même des ingrédients alimentaires relativement simples qu'on va utiliser dans des formulations en industrie de deuxième, troisième transformation. Est-ce que dans ce contexte-là, il y a des opportunités pour des nouveaux produits québécois? Oui, certainement. D'abord, le plus simple, c'est de prendre des produits bruts qui sont des produits de niche, mais qui ont quand même du potentiel. On a déjà travaillé sur les œufs de crevettes, qui sont une petite délicatesse connue des amateurs, qui soient crus ou cuits, et qui peuvent être utilisés directement dans un restaurant, une poissonnerie, pour décorer un plat, apporter de la saveur, ou dans une formulation, par exemple une tartinade où on mélange de la chair de crevette avec des œufs de crevettes pour avoir un effet de texture, où on a un produit lisse et souple, mais en même temps on a dedans des petites billes de saveur qui éclatent sous la dent. Dans le même style, le corail de pétanque qui est très valorisé en Europe et pas du tout ici. Donc là encore, les œufs sont des produits à faible volume, par contre, qui s'adressent surtout à des restaurateurs, mais qui ont la force d'avoir une saveur exceptionnelle et vraiment une originalité qui permet de se démarquer. Les usines de transformation peuvent aussi préparer des ingrédients simples. Ingrédients simples, c'est des ingrédients qui utilisent simplement les équipements qui sont déjà présents dans les usines de façon classique. Typiquement, préparer des pulpes de poisson, c'est très facile pour eux. Préparer des bouillons, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Ça, chez Mérinov, on est habitué de travailler avec eux. On a développé des pulpes, vous voyez, de sébaste, fameux, toujours à base des coproduits de sébaste, pas à base de filet, évidemment. Mais on peut faire la même chose avec les crustacés, crevettes, pulpes de crabe, pulpes de homard, qui peuvent servir à formuler, là encore, des aliments dans un projet, par exemple, qu'on avait réalisé avec nos amis de Syntec pour une entreprise de transformation de Montréal. Même le jus de cuisson du homard aurait des propriétés organoleptiques et nutritionnelles très très intéressantes. Pour convaincre une usine de faire ça, il faut quand même avoir un marché avec un volume significatif. Et donc, typiquement, ce genre de produit va s'intéresser, oui, à la restauration, mais surtout à des usines de deuxième, troisième transformation qui vont préparer des plats cuisinés, par exemple. Mais on a quand même des produits qui sont authentiques, simples en termes d'un seul ingrédient, et avec des prix abordables, surtout s'ils sont fabriqués dans une usine qui traite des grands volumes. Et puis, on peut aller vers des ingrédients techniques avec nos coproduits marins. Là, on parle de poudre, de concentré, d'huile, de peptides, donc on arrive vraiment dans des ingrédients très plus spécialisés. Par exemple, les hydrolysats de poisson, donc ça, c'est de faire agir des enzymes sur les coproduits de poisson. On peut avoir un hydrolysat brut, on peut le concentrer pour obtenir un équivalent de bovril de poisson, si vous voulez. On peut faire des produits vraiment comme les huiles de crabe, les huiles de crevettes, donc là, on a des produits à très forte valeur ajoutée, avec des propriétés exceptionnelles en termes non seulement de saveur, mais aussi de santé, qui sont faciles à démontrer. Mais évidemment, là, c'est des procédés d'extraction qui sont plus complexes. Et puis, on peut s'adresser même à des restaurateurs, par exemple, une poudre de homard, dans laquelle on a ajouté des épices, dans lesquelles on a ajouté un petit peu de légumes, la base de céleri, carotte, pour obtenir un rub qui va s'adresser à la restauration, qu'on met sur un filet de poisson avant de le griller. Vous m'en direz des nouvelles. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne valorise pas davantage nos coproduits marins au Québec sur les marchés alimentaires? En fait, c'est toujours la vieille équation. Il y a des gens qui proposent, il y a des gens qui recherchent, mais il y a comme un énorme gap entre les deux. Les usines proposent, ou je dirais sont capables de proposer des ingrédients de très haute qualité, que ce soit la traçabilité, la pureté, la saveur, l'originalité même. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a des marchés locaux, Québec, Canada, qui recherchent certainement des produits équivalents à ça. Et ces gens-là ne se connaissent à peu près pas, ne se parlent presque pas, et même quand ils ont la chance de se parler, le match ne se fait pas du premier coup, parce que pour passer de l'un à l'autre, ça prend quand même un ajustement. Il faut adapter un peu le procédé pour que l'ingrédient proposé ou le produit proposé réponde à ce que cherche exactement le marché local. Évidemment, il faut travailler sur le coût de production pour que ça soit compatible pour tout le monde. Et puis, ça fait partie des mandats de centres de technique comme Mérinov de faire ce lien. Donc les obstacles, on ne se le cachera pas. Il faut que le marché qui recherche ce genre de produit, qu'il soit restaurateur, deuxième transformation ou institution,
soit capable de dire je vais t'offrir un prix intéressant et un volume intéressant. Ce n'est pas juste une question de prix, c'est toujours la multiplication prix par volume qui est pertinente. Et c'est ça que l'industriel va sortir sa calculette pour voir si ça vaut la peine. Il faut examiner le procédé. Plus le procédé est complexe, demande des équipements qui sont non existants dans l'usine, plus ça demande de l'investissement, donc évidemment plus c'est dissuasif. Le bon truc, c'est probablement de commencer avec des ingrédients qu'ils peuvent fabriquer demain matin. Et puis, il y a, on ne se le cachera pas non plus, pour certaines entreprises, un enjeu de motivation. Parce que même si c'est rentable, même s'il y a un client, même si le prix proposé permet de couvrir les frais et de faire même un peu de profit, il reste que valoriser un coproduit, ça va représenter généralement 2-3% de leur chiffre d'affaires, si tout va bien. Donc on s'entend que par rapport à l'énergie que ça peut demander de mettre en place un nouveau marché, une nouvelle filière, peut-être qu'ils vont continuer avec leurs 97% actuels. Mais ce qui nous donne une chance quand même dans le contexte, et quand je dis contexte favorable, on s'entend que ce n'est pas la définition de tout le monde, c'est qu'évidemment il y a quelques tensions avec le marché principal des produits marins du Québec, qui s'appelle les États-Unis actuellement, quelques risques. Et donc on peut s'attendre que les industriels, si les choses vont mal pour eux, mais bien pour d'autres, vont essayer de réorienter au moins une partie de leur production vers le marché canadien et québécois, excusez-moi. Et puis, il faut se dire aussi que le coût de disposition des déchets n'ira jamais en diminuant, bien au contraire. Donc, à choisir entre fermer l'usine et valoriser les coproduits, c'est ceux qui vont choisir de valoriser les coproduits. Voilà. Merci.